Dentiste de formation, militant des droits de l'homme, militant politique. J'ai eu la chance et l'honneur de présider la première association d'écoles libres en Kabylie, avec d'autres camarades évidemment. J'ai été président d'une association nationale dans le secteur du médicament. J'ai été militant politique au RCD, j'ai exercé des responsabilités. J'ai été au combat électoral en 90. Puis est arrivée une scission avec le RCD. Je me suis reversé vers plus l'aspect de la Kabylie par rapport au pouvoir central. J'ai eu à collaborer avec beaucoup de militants autonomistes. Je suis mon fondateur du manifeste pour un statut particulier politique pour la Kabylie. Je suis partisan d'une Algérie qui serait dans un état unitaire régionalisé. Je suis pour un système autonomique des régions. Il y a beaucoup de déclarations qu'on a faites depuis le début des années 2000. J'invite ceux qui pourraient éventuellement en consulter quelques-unes. La déclaration de Tiferet en 2006 par exemple. Le statut particulier, le statut politique particulier pour la Kabylie qui est un texte fondateur je pense. On a beaucoup réfléchi avec beaucoup de camarades sur la Kabylie, sur ce qu'il lui faudrait pour qu'elle puisse prendre son envol à tous les niveaux. Donc il faut vraiment rompre avec le système d'aujourd'hui et essayer de voir dans quelle mesure on pourrait arracher une espèce d'autonomie et une large autonomie. Voilà en gros si je peux me présenter un petit peu. Je suis on va dire militant des droits de l'homme aussi. Je suis membre d'une ONG à Paris, membre fondateur d'une ONG à Paris. Et j'essaye autant que faire se peut de produire un petit peu et d'éclairer du mieux que je peux et de donner mon point de vue partout sur certains plateaux de télé. Moi je me sens comme un citoyen algérien d'abord et je crois que ma présence est nécessaire au même titre que tous les citoyens algériens qui aiment leur pays, qui aiment leur pays, qui voudraient voir leur pays être gouverné et avoir une gouvernance de standard international, c'est-à-dire avec un pouvoir qui se situe uniquement dans le périmètre des institutions, qui ne s'exerce pas en dehors de la Constitution de manière extra-constitutionnelle. Je voudrais un pays qui soit libre, un pays qui soit démocratique, un pays apaisé, un pays tolérant, où toutes les communautés puissent vivre leur particularisme dans le respect des uns et des autres. Il faut que cesse dans notre pays ce que je pourrais appeler cette démagogie religieuse. Il faut que les identités, qui ne sont pas minoritaires en fait, mais puissent vivre et surtout prospérer et s'émanciper du pouvoir central qui est complètement idéologisé et qui est sous le diktat de l'arabo-islamisme qui peut s'expliquer. Ce n'est pas arrivé à l'indépendance, c'est au cours du mouvement national. C'est-à-dire, ça remonte à M. Bessali Hadj à l'époque, et dans le cadre de l'étoile nord-africaine, quand il a eu à rencontrer Shakib Arslan à Lausanne et qu'il est resté plusieurs semaines. Et à cette époque-là, d'un point de vue historique, l'Empire ottoman chutait. Il y avait un panarabisme qui est monté. Ce panarabisme, au départ, était expurgé de toute référence religieuse. Donc c'était plus un problème de langue, de culture. Puis s'est joint aussi la consubstantialité à la langue arabe qui est la religion. Et c'est pour ça a donné plein de mouvements donc panarabistes mais religieux. Du moins un mouvement panarabiste religieux. Puis ensuite il y a eu au même moment la création des frères musulmans. C'est toutes ces questions-là qui ont fait que l'Algérie a peiné, sans compter l'action des ulama qui était contre les berbéristes, qu'il faut souligner. Il y a une mystification qui est faite autour, comme quoi ils auraient participé ou élaboré pendant la Révolution. Les ulama n'ont jamais eu à se prononcer sur la déclaration de novembre. Ils se sont prononcés en 56 ou 57, pour vous dire, 2 ans après, pour soutenir la Révolution. C'est toutes ces questions qu'on doit remettre à place et l'idée de la nation qu'il faudra à tout prix revoir, au-delà des conceptions françaises avec le fameux discours de Renan ou la conception allemande. Moi je suis partisan de résumer ça de manière un peu poétique, et dire que la nation c'est un cimetière antique que nous avons en partage commun. On ne peut pas être algérien sans reconnaître Saint-Augustin.
On ne peut pas être algérien sans reconnaître Massinissa, sans connaître Koseïla. Comment vous pouvez expliquer, dans un pays comme le nôtre, qui est l'Algérie, où il y a eu des invasions, on glorifie Uqba ibn Nafa', le conquérant, et on stigmatise, on ostracise le résistant qui était Koseïla. Et ce résistant Koseïla a tué Uqba en tant que musulman. La précision s'impose pour nos amis islamistes. C'est toutes ces questions, il faut revoir la nation, il faut revoir l'architecture institutionnelle. Est-ce que nous avons une crise démocratique en Algérie? On n'a jamais vécu en démocratie, vu l'état de nos institutions et comment s'exerce le pouvoir. Est-ce que les institutions qu'on a aujourd'hui, qui sont donc constitutionnelles, est-ce qu'elles répondent aux besoins des populations? Il y a toutes ces questions importantes qui risquent de mettre, soit si elles sont réglées de manière apaisée, c'est-à-dire hors idéologie, c'est-à-dire hors idéologie arabo-musulmane, qui est une idéologie dominante, qui est invasive et intrusive. Ce qu'il faut noter aussi et observer, c'est que le Kabyle ou le Berbère en général, on a des Berbères du côté des Chaouia ou du côté des Mozambites, indépendamment de leur particularisme religieux, ou des Touaregs qui n'ont pas le même sentiment par rapport à la langue arabe. Ils l'ont absorbé, ils l'ont digéré, ça fait partie de leur identité. Mais nous, en tant que Kabyles, on est peut-être plus vigilants par rapport à la langue, et nous, on a compris que l'arabisation à marche forcée ne visait pas à nous enrichir, elle visait à substituer une culture, une langue à la place d'une autre. Donc c'est une réaction de résistance que nous avons par rapport à tout ça. Parce que la langue arabe est idéologisée dans ce cadre-là, dans le cadre algérien. C'est vrai que la qualité de militants et même les populations algériennes ou la population ou le peuple algérien ne voient pas d'un mauvais œil la diaspora, bien au contraire. Mais comme c'est eux qui militent, c'est eux qui affrontent disons ce pouvoir qui emprisonne, qui embastille, qui joue sur les libertés, qui devient carrément par son comportement antinational et antidémocratique, ils se disent, eux, ont plus de confort là-bas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Ça ne veut pas dire que la diaspora n'a pas son mot à dire. Je pense qu'elle peut apporter un soutien financier à quelques associations qui seraient dans des projets de rendre plus pédagogique la fonction du Hirak, c'est-à-dire avoir l'acte pédagogique sur des groupes, sur des associations de quartier, partout sur le territoire algérien, ce qui serait une excellente chose. Dire c'est quoi un État, c'est quoi une nation, c'est quoi un peuple, avoir la démocratie c'est quoi, quelles sont les limites, il faut que tout se règle dans le cadre du droit et que seule la démocratie l'urne va arbitrer entre les protagonistes qui estiment être en mesure d'accéder au pouvoir. En gros c'est ça. Il faut cet acte pédagogique parce que le Hirak pêche aussi par un manque de structuration, mais quand il se structure, s'il devait se structurer, il perdrait pas son efficacité, mais les gens qui seront chargés de le représenter ne seront plus, disons, à même d'être complètement légitimes. Et si vous rajoutez ça à la diaspora peut aider, elle peut aider aussi par son expertise. Moi je pense qu'on peut déjà essayer d'envisager des colloques pour des problèmes de développement déjà, pour des problèmes de droits de l'homme, pour des problèmes d'émancipation par rapport à un pouvoir central complètement jacobin, complètement régalien, avec une verticalité dont les Algériens souffrent tous les jours. On est un État, on a une justice inique. Là sur le Hirak, il y a 200 jeunes et moins jeunes qui sont embastillés pour des lits d'opinion. La diaspora sert aussi à ça, à médiatiser, à écrire aux chancelleries, à écrire à la Commission européenne, à écrire à la Commission des droits de l'homme, chose qui peut être faite aussi à partir d'Alger. Mais la diaspora, je pense qu'elle a un rôle à jouer, mais ce rôle, il faut qu'elle arrive à le maîtriser. Il y a beaucoup de collectifs ici à Paris. Ce qu'il y a, c'est que... D'ailleurs, un peu pas confus, mais diffus en tout cas, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Chacun est rattaché plus ou moins à une chapelle, ce qui rend les choses plus difficiles. Vous avez des partis politiques aussi, je pense au RCD, je pense au FFS, je pense au PT, je pense à Djil Jadid, mais on ne peut pas mélanger dans un premier temps à la fois la société civile qui est censée représenter la société civile. Sans elle, il n'y a pas de démocratie parce que c'est un contre-pouvoir, qu'il soit corporatiste, qu'il soit dans les corps intermédiaires, qu'il soit à tous les niveaux.
c'est un contre-pouvoir avec des appareils politiques qui ont des logiques d'appareils. C'est-à-dire, peut-être que la FFS va présenter un candidat, peut-être que Gil Jadid. Donc fatalement, il y a une volonté, pas affirmée de manière claire, mais peut-être une volonté de caporaliser le mouvement. Ce qui laisse supposer qu'il peut y avoir des dissensions. Moi, ce que j'avais proposé à quelques collectifs, c'est qu'ils fassent d'abord une charte de bon fonctionnement entre eux, sur la base d'une dizaine de points qui seront très simples à énumérer, c'est-à-dire un contrat de loyauté. Tout ce qu'on peut faire ensemble, nous le ferons. Qu'est-ce qui nous anime d'abord? Définir un canevas contre ce système, oui. Comment doit-il partir? 2. Avec qui doit-il partir? 3. Sur quelle force sociale on doit s'appuyer? Sur quel réseau pour nous rendre plus visibles au niveau des médias? Toutes ces questions-là, ça peut se discuter. Après, il y a une deuxième charte qui va les lier aux partis politiques, en leur disant, la société civile est là, elle peut vous accompagner, définissez-vous. Il y a le PAD, le fameux PAD de l'Alliance démocratique, qui peut être un bon document de base. Mais est-ce que la diaspora, si elle veut l'amender, ou si elle veut, est-ce qu'elle aura la capacité d'influence par rapport aux partis qui l'ont rédigé, aux cadres politiques qui l'ont rédigé là-bas, pour dire la diaspora aussi? C'est toutes ces questions. Moi, je pense qu'il doit d'abord lier, c'est le départ du système. C'est le départ du système, c'est respecter la volonté populaire, parce que la démocratie, c'est ça aussi. Et ce qui rend les choses plus difficiles, c'est que on ne peut pas capter la véritable demande politique de la société qui bouge, du peuple qui bouge. Vous êtes venu à la République, vous, et vous savez très bien que vous trouvez de tout. D'abord, c'est un peu transgénérationnel, comme à Alger. Vous trouvez des islamistes bon chic, bon genre, vous trouvez des femmes en hijab, vous trouvez des jeunes enthousiastes et qui ont un vécu occidental pratiquement. Vous avez des groupes qui se sont formés, mais sur l'absolu, il n'y a aucun souci. Ils arrivent à se définir, à dire ce pouvoir doit partir, c'est le préalable. Bedoui, Ben Salah doivent partir. C'est des points sur lesquels ils peuvent s'accorder. Mais la véritable demande politique, elle se fera lors de la transition. Parce qu'il nous faut une nouvelle constitution et on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur déjà pour le préambule déjà. Moi personnellement, en tant que citoyen algérien kabyle, je me battrai tous les jours pour enlever la fameuse phrase dans le préambule de la Constitution en langue nationale arabe, où ils disent, je vais le dire en arabe, Al-Ard al-Jazairiya Arabiya. La terre, non, moi je dis que la terre de mes aïeux n'est pas arabe, elle est amazigh, elle est kabyle. Ça, il faut l'enlever. Qu'on dise après, moi je me satisferai, et je risque de choquer, mais moi je suis militant autonomiste depuis longtemps. Je suis pour un système unitaire régionalisé, je le dis encore une fois. Je me satisferai uniquement qu'on me dise que l'Algérie est un État de droit multiculturel. Donc toutes les tensions ethniques tombent. Parce qu'après, il y aura des mécanismes, c'est des processus qui seront peut-être longs à mener, à mettre en place, mais on reconnaîtra toutes les identités. Et le deuxième point, c'est de dire que l'Algérie doit signer, on doit signer entre nous. Comment? Par la société civile, par les partis politiques, un nouveau pacte d'union nationale, autour de choses très simples. La citoyenneté, les libertés individuelles, les libertés collectives, la liberté de culte et la démocratie comme seul moyen d'arbitrer les conflits politiques. C'est ces questions-là qui doivent agiter d'abord tous les Algériens, les partis politiques et la société civile, celle qui émerge et qui veut rentrer dans le combat politique. On ne peut pas être société civile et être dans le combat politique. On peut apporter sa pierre. Le rôle de la société civile, généralement, c'est soit des lanceurs d'alerte, soit des groupes de pression, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Je ne parle pas de lobby, qui auraient une capacité soit d'influence, soit de nuisance, suivant. C'est tout ça qu'il faut ordonner, parce qu'en face, nous avons un état DRS, nous avons un état profond qui est très pernicieux, et c'est à cause de lui que nous vivons toutes ces misères. La place de l'armée dans cette projection de cette Algérie de demain qui nous concerne, l'armée a sa place, et comment? Non, là c'est un long travail, parce que l'armée c'est un problème historique. Vous savez, le premier coup d'État a été fait, au-delà de l'assassinat d'Aben, a été fait au Sénérat du Caire, quand les anti-soumamiens ont amendé quelques résolutions de la Soumam.
Pas toutes. Auquel on revient, on cite de nouveau comme référence. Non, mais ça c'est des résolutions des primautés. Mais il faut lire la plateforme de la Soumam. Là, c'est la plateforme de la Soumam. Là, c'est sûr, les primautés de l'intérieur sur l'extérieur et du politique sur le militaire, c'est clair, on y est, on le vit aujourd'hui. Donc, Aben, Ben Hidi, toutes ces personnes qui étaient sur place ont été visionnaires. C'est clair, puisque 57 à aujourd'hui, ça fait 70 ans. 57, non, ça fait 60 quelques années. On y est encore aujourd'hui. 60 années, c'est quand même important. C'est 2 générations et demie. Que de temps perdu. C'est ça le souci aussi. De régression surtout. Oui, parce que le temps perdu, inévitablement, ça, il me semble que de manière mécanique, on n'avance pas beaucoup, mais bon, les autres avancent, donc mécaniquement, on régresse, il n'y a pas de souci. Par rapport à l'armée, l'armée d'abord, il faut éclaircir le rôle de l'armée. Dire c'est quoi l'armée? L'armée des frontières ou la LN? Moi, pour moi, si je fais le distinguo, l'armée des frontières est rentrée. La guerre des wilayas, c'est pas nous. C'est l'armée des frontières avec les résidus des pauvres maquisards qui ont crapahuté 7 ans dans les maquis de Loire-Cenis, des Aurès, de Kabylie et des hauts plateaux. C'est pas nous. Cette armée-là, bon, au départ, il faut maintenant essayer de dire les choses sans passion, mais de les dire. On a besoin d'écrire cette histoire. Parce que ce qu'il y a lieu de dire, c'est que politiquement, la légitimité historique, on a définitivement tourné la page depuis que M. Hussein Ayat Ahmed est décédé, la légitimité révolutionnaire, le dernier des maquisards, il a 82 ans, donc on ne peut plus en parler. La révolutionnaire, c'est-à-dire ceux qui ont milité à l'intérieur, avec les armes à la main, dans son sens guévariste du terme. Par rapport à ça, cette armée a pris le pouvoir. Le drame de l'Algérie, c'est qu'en 62, la seule institution qui était organisée, c'était l'armée. Donc c'était pratiquement, c'était un proto-État. Et tout s'est organisé. Le pays n'était pas organisé, l'armée était organisée. Donc à partir de ce moment-là, il est arrivé ce qui a remarqué. On a éliminé tout le monde. Tous ceux qui pouvaient apporter politiquement. Farhat Abbas, 1. Fares, 2. Docteur Francis, ancien ministre des Finances du GPRA. Tous ces Boubengel, tous ces cadres importants ont été marginalisés. Tous. Docteur de Barine, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est pour essayer de faire large. Ces gens ont été marginalisés. Et on a eu M. Ben Bella et ses ministres. On a eu les milices. Il y a eu un coup d'État. Boumediene est arrivé. Je suis désolé, le pouvoir de Boumediene était un pouvoir dictatorial. Et on a vécu dans ça. Et l'armée a pris de la puissance dans ça. Je rappelle simplement aux Algériens qui ont moins de 30 ans, ou moins de 40 ans même, qu'à l'époque du comité central du FLN, vous avez un carré de militaires avec leurs casquettes qui étaient installés. On avait l'impression que c'était la réunion du Parti communiste coréen. Les choses ont changé. L'armée doit comprendre que son rôle maintenant est dans la caserne. Pour en venir à l'armée, quand vous entendez M. Gaïd Salah attaquer et dresser des Algériens contre d'autres Algériens, parce que je suis contre les élections. Derrière le concept d'élection de M. Gaïd Salah, il veut uniquement préserver une partie du système, d'abord, et pérenniser le système et finalement le remodeler avec la donne d'aujourd'hui, avec cette jeunesse. Essayer de corrompre encore, essayer Et M. Gaïd Salah se trompe parce que dans son appel aux élections, parce que c'est lui, moi je l'ai appelé le général président, dans son appel à la tenue d'élections, c'est qu'il n'y a pas de contenu politique. Lisez tous les discours de M. Gaïd Salah, même l'éditorial del Jaish. Nous sommes là en tant que citoyens à faire l'exégèse de ces propos. Mais c'est pas possible ça. Il y a une société civile, regardez l'embastillement de M. Karim Tabou, de M. Bourga, je dirais du général Belhadid, personne ne parle du général Ardiri. C'est des atteintes aux droits de l'homme, c'est des atteintes aux libertés. Quand vous voyez les petits jeunes là qui se font embastiller pour un... Vous voyez la petite jeune, une élue de la République, donc qui a une légitimité des urnes, chose que n'ont pas les militaires. Elle a la légitimité des urnes si on respectait la démocratie. Elle est encore embastillée pour un port de drapeau amazigh. Pourquoi une jurisprudence? Pourquoi la juge d'Annaba, et je lui rends hommage, a libéré non seulement l'inculpé, mais lui a restitué le drapeau amazigh?
C'est important comme geste. Et il y a une jurisprudence alors qu'à Alger, ils sont encore en prison. Mais comment voulez-vous évoluer dans un climat aussi malsain, aussi délétère, aussi... Ça, c'est pas possible. Et l'armée doit, pour moi, rester dans ses casernes. Mais ce sera un long travail à faire. Ça ne se fera pas comme ça. On dit beaucoup qu'effectivement, Gaël Salah peut sans doute pas être en train de passer à côté d'un moment important. Il aurait pu s'allier, s'attirer pas dans la sympathie du Irak. Récemment, c'est pas le cas. Et justement, l'organisation de ces élections, on nous annonce qu'on est le 12 décembre. Je peux pas dire si elles auront lieu, mais je pense que les conditions ne sont pas réunies et que nous risquons d'avoir des tensions supplémentaires. Et il y aura même peut-être des tensions au niveau de l'état-major pour la bonne et unique raison. Moi, la question qu'il faut se poser de manière très basique, c'est de se dire, est-ce que M. Gaël Salah parle en son nom personnel ou parle au nom de l'état-major? La question, c'est celle-là aussi. Est-ce que l'ensemble de l'état-major est d'accord avec les prises de position de Gaël Salah? Est-ce que ça reflète véritablement le discours officiel de l'armée, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir? Parce qu'ils sont dans le cœur nodal du pouvoir, que cela s'explique à tous les niveaux. Au niveau de la justice, au niveau des corps intermédiaires, au niveau de tout ça. Donc, ça va probablement créer des dissensions, ça c'est un. Deuxièmement, je pense que il faut quand même pas plaisanter, on est à l'échelle d'une nation. On ne peut pas prendre ce risque inconsidéré. Pour moi, c'est une mauvaise solution pour de vrais problèmes. Il y a 3 choix politiques. La transition, elle doit absolument être mise en place. Maintenant, les mécanismes, le modus operandi, le mode opératoire, les politiques peuvent éventuellement non, voilà, tout à fait. On a 3 possibilités. Soit nous passons par une déclaration de constitutionnalité, modifier la Constitution à la marge et aller aux élections. Soit par un processus constituant, soit la constituante, qui prendrait infiniment plus de temps. Mais on ne peut décemment pas aller politiquement avec une loi fondamentale qui est la Constitution, qui en rien n'a été modifiée. Or, vous savez pertinemment que de manière architecturale, il y a l'équilibre des pouvoirs, il n'y a pas de souci. Le président de la République a des pouvoirs exorbitants. Il faudra les diminuer, ça c'est un. Deuxièmement, il faut quand même écrémer et nettoyer et dépolluer le fichier électoral. Il faut parler du vote des corps constitués, des procurations, peut-être reformater les conditions d'éligibilité à la candidature, c'est-à-dire le dossier d'éligibilité. Il faudra réformer l'article sur la diaspora, je ne me considère pas comme diaspora, en plus, qui interdit aux Algériens de l'étranger d'occuper des postes de haute responsabilité, ce qui est complètement... c'est surréaliste, on n'est plus dans le 21e siècle, on est, je dirais, on est encore la guerre froide, peut-être, voilà, à la limite je caricature. C'est toutes ces questions, il faut revoir la Constitution de fond en comble, c'est de voir les institutions aussi, est-ce que nos mairies répondent aux besoins démocratiques de la population d'aujourd'hui? Comment faut-il organiser l'État? Au cours de quelles missions, de grosses missions, de services publics, je parle d'institutions? C'est toutes ces questions qui doivent agiter à la fois la diaspora et à la fois ceux qui peuvent apporter, c'est-à-dire la société civile, les intellectuels, les juristes, qui peuvent un peu travailler dans ce sens et faire la véritable rupture, d'abord avec le jacobinisme, qui est une source de... Parce qu'on vit un jacobinisme, mais un jacobinisme dictatorial, parce que c'est tellement centralisé, et que vous savez, quand c'est centralisé, la signature est centralisée, et surtout, la signature qui vous permet d'investir, qui vous permet d'avoir un accompagnement de l'État pour tel ou tel aspect économique, c'est toujours monnayé. Donc ils ont intérêt à garder ces rétentions de signatures, parce qu'on a une corruption régalienne et puis on a une corruption de haut en bas. C'est ces questions-là qu'il faudra aussi régler. On a d'immenses chantiers. Moi je pense qu'une transition, ou comme disent les Italiens, un aggiornamento, une pause, et voir tous les problèmes et les traiter, les prioriser et les traiter avec un gouvernement de commando qui vont essayer de remettre, libéraliser l'économie, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, moi je suis pour un État régulateur, pour une économie keynésienne, mais liberté d'entreprendre,
Mais le côté citoyen, on ne commence pas une activité économique sans avoir dans la tête que sa fiscalité, il doit la payer. Il ne doit pas la payer à l'État, il doit la payer à l'ensemble des Algériens. Parce que c'est avec cet impôt-là qu'on construit des routes, qu'on construit des hôpitaux, qu'on construit... Il faut qu'on arrive là. Mais seul un pouvoir crédible fera en sorte que les citoyens vont s'identifier à l'État, ils vont se dire, mon État, il m'a fait un hôpital, il m'a fait une clinique pour une clinique d'accouchement, il m'a fait la route, il m'a fait ceci, c'est normal que je paye mon impôt. C'est dans ce côté-là, c'est-à-dire c'est pour ça que je disais au départ, c'est autour de la citoyenneté aussi. On est loin, non, de tous ces projets. C'est-à-dire, on n'est pas. Non, la marche est très longue. Moi, je pense que ça va prendre au moins une génération, au moins, c'est-à-dire au moins 25 ans. Mais si on se met au boulot tout de suite. Parce qu'en plus, il faudra déterminer, est-ce qu'on va rester dans le même cadre d'une doctrine diplomatique telle que nous l'avons? On n'est plus présent en Afrique. On n'est plus présent au Moyen-Orient, on n'est plus présent nulle part. On n'est même pas appelé à gérer des crises. On avait une diplomatie performante, mais le monde était ce qu'il était, c'était pré-89. Mais maintenant, quelle est notre capacité d'influence? Je ne sais même pas si on a l'oreille du Niger à côté, qui est à côté de nous. Pour le Mali, ils ont besoin de nous, donc ça peut s'expliquer. Mais regardez en Libye, on n'a pas anticipé que l'État libyen n'était pas construit, qu'il n'y avait pas d'institution, que c'était un système de harch. On n'a pas anticipé la chute de Kadhafi. Et c'est quoi ça? Que font nos spin doctors? Ceux qui sont à la tête des labos à la fois de l'armée et des think tanks performants. C'est toutes ces questions. N'avoir pas pu envisager, c'est vrai que c'était difficile, mais bon, on envisageait la chute de Ben Ali. Parce que le renseignement ne se situe pas de manière bilatérale, il est plus large. Il est plus large, donc on aurait pu avoir le son de cloche de quelques Européens, ou de quelques, peut-être les Italiens, qui ont des relations assez particulières avec la Tunisie. C'est toutes ces questions, comment reformater tout ça, notre doctrine diplomatique, et donc notre doctrine militaire. Moi je ne suis pas expert militaire non plus, hein. Mais comment redonner sens à ce pays? C'est-à-dire se dire on est un pays méditerranéen. Nous, l'Algérie est bordée par la Méditerranée. Elle n'est pas bordée par la mer Rouge. Moi je ne suis pas séoudien. Ça paraît évident. Ça c'est un. Deux, l'histoire, notre profondeur africaine. Elle est là, nous avons un passé, nous avons aidé beaucoup de mouvements révolutionnaires en Afrique, nous avions une image, nous avons une révolution mythique, il faudra encore glorifier, mais elle passe par un droit d'inventaire et redire l'histoire de manière apaisée et de dire qui a fait quoi, mais sans pour autant aller dans l'invective ou dire c'est un traître ou c'est pas un traître. Moi je dis que Messali El Hadj a été un militant du nationalisme algérien, qu'il a eu à un moment donné pris une mauvaise décision, mais je ne fais pas de lui un traître, comme le font de manière démagogique les gens du FLN, des néo-FLN. Du mouvement national sont sortis beaucoup de gens qui ont fait l'histoire. Il faut que nous la revisitions et surtout que nous la restituions à la jeunesse, qu'elle s'en empare. Parce qu'on ne peut pas leur donner une histoire tronquée. Une histoire tronquée et à la limite une histoire officielle. Voilà. Une dernière question. Le HEAC peut continuer des mois encore ces marches? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans ce que je pourrais appeler rentrer dans l'action. Parce que là, les gens sortent, ils manifestent, ils ont cette volonté, ils ont cette foi inébranlable. Ils disent Yerouhouga, mais quand ils disent Yerouhouga, ça veut dire quoi? Ils sont dans la symbolique. Tous ceux qui ont participé pendant la Boutefliki, parce que c'est les jeunes, ils ont 5 ans, ils ont 25 ans maintenant. Donc ils n'ont connu que ça. Donc pour eux c'est ça. On est dans la symbolique. Tous ceux qui ont participé à la Gabégie, à 20 ans de Gabégie, à 20 ans de dilapidation, de prévarication, doivent partir. Voilà le sens. Quand on donne du sens à Yerouhouga, et quand ils vous disent Bladla ou des Roraina, nous voulons être libres. Ils veulent des villes qui scintillent, ils veulent des trottoirs propres, ils veulent aller au café à 22h, ils veulent vivre comme tout le monde. Voyager librement, ne pas avoir de contraintes. Mais ça passe aussi par une refonte du système éducatif, leur apprendre ce que c'est les droits de l'homme, leur apprendre ce que c'est la tolérance, leur apprendre le droit à la différence, leur ôter cet esprit
comment dire, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cesse cette démagogie religieuse. On peut être religieux, on peut être pratiquant, mais tout en étant une personne sensée, qui est aussi dans la rationalité. C'est pour ça que moi, ce que je reproche aux démocrates, et même dans le PAD, le Parti d'Alliance démocratique, je suis désolé, il peut y avoir des démocrates qui ne partagent pas l'ensemble des choses. C'est pour ça que je souhaiterais qu'on dise, on doit s'appuyer sur les forces de progrès, sur les forces progressistes. Ça a plus de sens. C'est un mot qui est dépassé, parce que c'est le mot des années 70, des forces progressistes, mais c'est ça. Parce que vous pouvez trouver un islamiste qui est complètement démocrate, je suis désolé de le dire. Complètement démocrate et qui a une vision de sa religion, de sa pratique, qui n'embête personne. Et qui n'en fait pas, il n'est pas dans le dogme, il est dans la pensée. Et c'est ça la différence. Et au niveau des forces démocratiques, il faudrait aussi que le discours soit plus dense. Je parle des têtes d'affiche, des présidents de partis. Il faut qu'ils travaillent beaucoup, il faut qu'ils présentent une véritable alternative qui soit crédible. Il faut qu'ils arrivent à la vendre, non seulement au peuple, mais qu'elle soit crédible par rapport à de grosses institutions comme l'ONU, comme la CE, comme la Commission européenne. Il faut que, en mettant de côté justement leur ego personnel, parce que chacun veut avoir un destin national, ça ce que je peux comprendre, mais il ne faut pas partir trop tôt. L'essentiel, c'est de construire un projet pour les Algériens, dans la liberté d'être, dans la liberté d'exister, dans la tolérance, dans la démocratie et dans la citoyenneté. Si ce projet-là, et je suis intimement convaincu que ce projet-là est majoritaire, il n'est pas majoritaire par le Saint-Esprit, il est majoritaire parce que cette jeunesse-là, c'est une jeunesse connectée, c'est une jeunesse mondialisée, et grâce à Internet, ils ont fait le boulot que certains partis dits démocratiques n'ont pas fait. Que fait la France? On voudrait qu'elle s'investisse un peu plus dans cette histoire. Oui, ça c'est une excellente question. Les ingérences, elles ne surviennent que quand il y a problème. Quand il y a problème. L'ingérence, c'est quand il y a problème. Or, c'est la politique du général-major et de son état-major, de son politburo, qui est à l'origine du regard, on va dire, pas très bienveillant de la Commission européenne. Si il n'y avait pas eu des personnalités politiques embastillées, s'il n'y avait pas eu des propos désagréables en voulant monter des Algériens contre des Algériens de manière ethnique, quand il a menacé de mettre des voitures à la fourrière avec des amendes, c'est-à-dire qu'il est allé au mode opératoire, il n'a pas lancé l'idée de manière comme politique, il a été dans le mode opératoire. Donc regardez jusqu'où il a été. C'est toutes ces questions de liberté, d'organisation, de démocratie, d'association qui interpelle la Commission européenne. Maria Arena, c'est une députée belge, mais elle s'est exprimée, je suis désolé, elle s'est exprimée en tant que vice-présidente de la sous-commission des droits de l'homme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand il y a eu le communiqué officiel il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, de la Commission européenne, en disant oui, il faut aller aux élections, des élections. J'ai eu à le dire sur une chaîne de télévision, ils ont employé le pronom indéfini. C'est pas ces élections. Des élections, et plus bas, il parlait d'élargissement, il parlait d'apaisement, il parlait de liberté d'association, liberté de circulation, parce que comment voulez-vous qu'une capitale soit bunkérisée les vendredis? On l'a vu. Vous l'avez vu, et je pense que vous étiez en Algérie il n'y a pas très longtemps, et vous l'avez vécu directement. C'est toutes ces questions qui ont amené la Commission européenne à s'interroger, et même avec Mathilde Panot, là, qui était, et quand vous voyez le tweet de M. Mélenchon, qui dit sur intervention de M. Le Drian, Mathilde Panot et son colissier Mourad Takzout sont à l'aéroport, ils rentrent sur Paris. Mais c'est une gifle pour la diplomatie algérienne et pour le pays. C'est-à-dire que grâce à Le Drian, qui est intervenu auprès de son homologue ministre des Affaires étrangères, qui a dû appeler les services de sécurité, c'est-à-dire que la députée de France Insoumise et son colistier et son suppléant étaient otages, de facto. Ça peut être lu comme ça. C'est un scandale, je veux dire. Ça, c'est un scandale et je crois qu'on paye les répercussions d'une politique de plus en plus autoritaire de l'état-major, à tous les niveaux institutionnels. Sans compter tout un dispositif qui s'est mis en place il y a un mois, ils ont changé les 40 sur 48 directeurs de sûreté de wilaya. Ils ont changé plus de 25 procureurs. Ça renvoie à quoi? Ça devrait nous faire réfléchir. Ça renvoie à quoi? Donc ils ont prévu d'avoir leurs hommes à eux
et de créer un nouvel État profond, mais à leur service. La question, c'est celle-là aussi. On peut imaginer aussi que le système actuel est aux abois et qu'ils réagissent un peu au coup par coup à une situation qui leur échappe complètement. La situation ne leur échappe pas, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont les services de sécurité, ils ont leur baltajia, c'est-à-dire à la limite leur milice parallèle, mais pas milice dans le sens la milice, ils ont leur groupe. Ils héritent aussi de l'état profond qu'a laissé l'ancien chef du DRS, le général Médienne, parce que c'est lui qui a l'état DRS, c'est lui, l'état profond, c'est lui. Ça a toujours existé dans tous les pays du monde, mais avec lui ça a pris une ampleur jamais égalée, je veux dire. C'est toutes ces questions. Mais moi, ce pouvoir, il n'est pas encore aux abois. Je pense qu'ils doivent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas indéfiniment rester sur cette position-là des élections. À un moment donné, il faut que se mettre au niveau de l'espérance de la nation, du peuple qui manifeste là. Moi, je l'ai dit de manière triviale, je ne sais plus où je l'ai dit. J'ai dit si M. Gaët Salah est sûr de ces élections, qu'il fasse un référendum pour ou contre les élections, pour ou contre la transition. On verra. Mais on mettra le million d'étudiants qui vont vérifier les urnes, ils ne pourront pas trafiquer. À ce moment-là, on pourra éventuellement se dire, voilà, à la limite, quoi. Mais le danger dans tout ça, c'est qu'on risque d'arriver d'une stratégie de la tension permanente, là, le mardi, le vendredi, à une stratégie de la tension, parce que c'est ça, à une stratégie peut-être de l'affrontement qui risque d'arriver. Il sera induit par où, par qui, alors que sur des marches à millions, on note peut-être, je sais pas, quelques incivilités qui nous ont été rapportées. Quelques petites agressions sur des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se battent entre eux, mais ça c'est un peu normal. Et si vous prenez à l'échelle des millions et des millions de personnes qui marchent depuis 7 mois, c'est marginal. C'est 10 puissance moins 10, je veux dire. Donc la violence, elle ne peut pas arriver du peuple algérien. Elle ne peut arriver que de certaines institutions. Il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. Mais il faudra devancer l'appel. Il faudra que des hommes politiques disent votre stratégie de la tension permanente risque de nous amener à une stratégie de l'affrontement, vous en portez l'entière responsabilité. Donc on prend les gens à partie et on témoigne aujourd'hui que ce qui va arriver si jamais il y a des affrontements ne peut pas provenir du peuple algérien. C'est ces questions-là. Parce que moi je me dis, s'il y a une radicalisation du mouvement, je ne pense pas aucun corps organisé ne peut être le réceptacle des violences à venir. On oubliera Khawa Khawa, on oubliera Silmiya Silmiya. Vous savez très bien que dans la nature humaine, elle est tellement versatile et tellement qu'on peut éventuellement, voilà. Mais j'espère que je me trompe, et je suis certain que je me trompe. Mais c'est un cas qu'il faut peut-être envisager aussi. Donc voilà. L'avenir, malgré tout. Moi je suis très, très optimiste tant que cette jeunesse, surtout la communauté étudiante, même les chômeurs, même les hétristes. Vous savez, il faut se remettre en perspective dans la tête tous les slogans qu'il y a eu depuis une demi-douzaine d'années dans les stades contre le pouvoir, des chants, la Casa al-Moradia, tous ces chants, tous ces slams merveilleusement bien écrits, au-delà de ceux qui sont triviaux, ce qui est un peu normal dans un stade de foot chez nos compatriotes, ce qui est un peu normal. Si la politique s'est invitée au stade, ça veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas de débat, tout était verrouillé. Et le seul endroit où ils pouvaient exorciser et parler de leur mal-vie en donnant du sens par la qualité de leur slogan, à leur mal-vie, à leur névrose, à leur manque de perspective, à leur souffrance, c'était le stade. Et c'est sorti du stade. Et c'est maintenant dans la rue, et de manière pacifique. Moi j'ai de l'espoir, tant que cette jeunesse pourra porter le flambeau, pourra avoir le souffle nécessaire, et parce que le changement il doit y avoir. L'Algérie ne sera plus jamais comme avant. De toutes les manières, c'est des avancées. Chaque vendredi qui arrive, le peuple sort. C'est 1 mètre de gagné par le peuple et 1 mètre de perdu pour le système. Ils perdent sur le territoire national. 1 mètre de gagné, 1 mètre de perdu. Et je reste modeste. Il faut absolument continuer de manière pacifique, essayer un temps soit peu de s'organiser. Je souhaiterais que tous les corps intermédiaires non clientélisés qui ne font pas partie donc de l'état profond puissent se réunir et puissent se déterminer. Mais l'heure n'est pas à poser les problèmes sous l'angle idéologique. On a un seul souci,
Un seul mot d'ordre, c'est comment ce système doit-il partir, avec quels moyens doit-il partir, de manière apaisée, comment doit-on faire. Toutes les questions d'ordre idéologique intéressant à l'avenir du pays se feront, se discuteront, se débattront dans le cadre de la transition. Voilà.